Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet préoccupant, l'apocalypse des boutiques. Et on va commencer par un chiffre simple, moins 14%, c'est la perte de valeur du secteur de l'habillement en France en à peine 10 ans. Ça veut dire des centres-villes déserts dans plein de villes de taille moyenne en France, des plans de restructuration et souvent aussi de licenciements chez de nombreuses enseignes, des démantèlements de grands groupes comme Vivarté, ça a été la plus grosse restructuration de dette d'Europe des dernières années. Vivarté, c'est une entreprise qui possédait une vingtaine de marques, dont par exemple Chevignon, Lalo Chaussures et Lalo Vêtements. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 ou 3. À côté de ça, le web se porte très bien. C'est un canal qui a fait une croissance de 6,5% en 2018 en France et qui enchaîne une croissance ininterrompue depuis 15 ans. On peut alors se demander, est-ce que c'est le web qui est en train de tuer les boutiques? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas des sujets beaucoup plus profonds? Moi, perso, je pense pas que les boutiques sont mortes. Elles n'ont pas dit leur dernier mot, et je vais vous expliquer pourquoi. D'autant que je ne suis pas vraiment le seul à le penser. Quand on interroge les gens, 50% déclarent qu'ils seraient encore prêts à faire des achats dans des boutiques en 2030. Et quand on interroge les millennials, les gens qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années, eh ben ils sont 93% à déclarer qu'ils préfèrent encore aller dans des boutiques. Un signe qui ne trompe pas, c'est que de plus en plus d'acteurs du numérique se mettent à développer des boutiques physiques. Par exemple, Amazon, d'ici 2021, espère avoir plus de 3000 sites physiques. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Par exemple, déjà en 2004, Promo Vacances, qui est un acteur digital de la vente de vacances, s'est retrouvé à monter sa première boutique, et aujourd'hui ils en ont plus de 60 dans toute la France. Pas mal pour un business qu'on pensait mort en ce qui concerne les boutiques. Et plus proche du vêtement, La Redoute, qui à la base était une chaîne de vente par correspondance, a fait ce choix-là aussi de retourner vers les boutiques, et c'est notamment comme ça qu'elle a renoué avec de la profitabilité. La vraie raison de ces choix stratégiques, c'est parce que les lieux permettent de créer du lien, de redonner de la chaleur, de donner un corps physique à une marque, et pas simplement un truc purement digital. Ça permet aussi de créer de la confiance, de créer des relations entre d'un côté les clients et de l'autre les acteurs de la marque. Et c'est pour ça que les boutiques n'ont pas encore perdu la partie. C'est ce que confirme une étude, le baromètre MAPI. 90% des gens préfèrent encore aller en boutique pour toucher, pour essayer, pour voir les vêtements. La moitié parce qu'ils veulent vraiment avoir cette relation physique avec le produit, et l'autre moitié pour pas payer des frais de port. Et parmi les interrogés, 39% citent également les boutiques pour le côté relationnel. Les gens viennent chercher du lien, ils veulent cette relation humaine. Mais alors pourquoi est-ce que tant d'acteurs physiques souffrent, alors qu'à côté de ça, les consommateurs réclament la présence de boutiques physiques? En fait c'est très simple, ce sont des acteurs qui souvent ont totalement oublié de donner des raisons suffisantes aux gens pour leur rendre visite. Ouais, maintenant qu'il y a internet, les gens ils se déplacent plus simplement pour acheter le produit, il faut ce petit truc en plus. Et quand on arrive dans une boutique et qu'en face de nous on a une rangée de vendeurs qui nous disent tous la même chose et qui essayent uniquement de nous faire partir avec un bruit de tiroir-caisse en claquant la porte, c'est pas suffisant, c'est pas ça de la relation. A l'inverse, d'autres acteurs l'ont parfaitement compris. Et ce sont même souvent les acteurs digitaux qui l'ont le mieux compris. Par exemple, il y a quelques mois, j'étais aux États-Unis pour voir différentes boutiques, j'étais à New York, et j'ai vu des trucs incroyables. Par exemple, le Nike Store sur la 7e avenue, on voit tout le processus de création d'une paire de Nike, on voit toutes les différentes parties des assemblées des chaussures, on peut customiser des paires de Nike, on a une expérience son et lumière autour d'un escalier où il y a une espèce d'énorme satellite construit en partie avec des paires de sneakers. On a une énorme statue de LeBron James. On vit vraiment une expérience forte avec la marque. Le tout avec un staff ultra souriant. Et là-dessus, on ne peut pas enlever ça aux Américains, ils sont toujours extra sur le service. Autre exemple, avec des marques par exemple plus petites, Outdoor Voices, c'est une marque qui se différencie de Nike en se positionnant sur le sport non compétitif, où l'idée c'est un petit peu simplement de participer, de passer un bon moment et de prendre soin de son corps. Et quand vous rentrez dans une boutique Outdoor Voices, en plus du staff très sympa, il y a des cabines d'essayage avec du gros molleton au sol, c'est trop agréable d'essayer les vêtements là-bas en chaussettes. Une musique cool, de belles photos de la marque où on comprend vraiment de quoi il s'agit et pas simplement d'un pur produit. Ça convoit beaucoup mieux les valeurs de la marque, on sait finalement à qui on achète. Et il y a aussi par exemple des boutiques comme la boutique Converse où on peut carrément essayer les chaussures et courir, ça c'est complètement fou. La boutique Dyson, en plus de vous donner en taille x10 une maquette du micromoteur qui a fait tout leur succès, vous pouvez vous-même passer l'aspirateur pour essayer les produits ou utiliser les sèche-cheveux de la marque. Bref, on est vraiment dans l'expérience. L'autre truc qui m'a vraiment aussi étonné, c'est qu'on est dans la découverte du produit et il y a beaucoup de contenu. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu quelque chose qui pêche dans nos boutiques. Alors qu'on est une marque qui vient du média,
on n'a pas encore suffisamment de contenu. Et ça, les Américains le font très bien. Quand par exemple, vous avez un rayon de pull, et ben à chaque fois, vous avez des petits visuels, des pictographies et des textes sur c'est quoi l'origine de la laine mérinos, pourquoi est-ce qu'elle est si bien que ça, à quoi elle ressemble au microscope. Bref, le contenu, pour moi, c'est un deuxième truc. Ça permet que quand vous rentrez dans la boutique et que vous en ressortez, ben, finalement, vous êtes moins bête. Vous avez appris des trucs en plus, et rien que ça valait le coup de passer. Dans notre petit hexagone, c'est un petit peu plus balbutiant. Mais il y a quand même des acteurs qui l'ont bien compris. Par exemple, Boulanger, ils se sont mis à développer des concepts de centre-ville avec une agence de design que j'adore, qui s'appelle Sagazon Partners, vous pourrez aller voir. Et l'idée, c'était de passer de concepts de 2500 m² à des concepts qui sont plus proches des 300-400 m², où on peut littéralement essayer chaque produit vendu par la marque. C'est notamment très cool pour par exemple les Parisiens, parce qu'on vit dans des petites surfaces, et du coup c'est important dans un appartement de savoir si la machine à laver qu'on achète, elle va pas faire trop de bruit. Du coup on peut faire fonctionner la machine, on peut aussi s'amuser à piloter un drone. Et il y a une vraie démarche de conseil aussi. Par exemple, comme dans les boutiques Bonne Gueule, ben, les conseillers de boulanger, ils ne sont pas objectivés au chiffre d'affaires qu'ils génèrent, mais ils sont objectivés à la satisfaction client. C'est ça en fait qui déclenche pour eux des primes à la fin du mois. Et du coup, on a vraiment l'assurance d'un super service quand on rentre dans ces nouveaux concepts boulangers qui tendent à se répliquer maintenant dans toutes les villes de France. Autre exemple, l'entreprise suédoise Ikea, qui est bien connue pour ses énormes surfaces de 20 000, 30 000 m², et ben maintenant, c'est eux qui viennent dans les centres-villes et par exemple ils ouvrent à Paris des concepts qui font davantage les 5000 carrés que les 30 000 habituels. C'est plutôt cool pour le consommateur parce que avant c'est lui qui devait venir à la marque. Déjà que c'était bien lourd de devoir monter son fauteuil Kruschwig ou son lit Früchte Bleu. Et bien maintenant on a directement le magasin à portée de chez soi et on n'a plus à gérer toute une logistique pour faire venir le meuble, payer des transports, etc. Là finalement on est dans des choses assez conventionnelles. Mais il y a aussi des acteurs qui vont beaucoup plus loin et qui innovent radicalement. Par exemple, retour aux US, la marque Bonobos, qui n'a rien à voir avec Bonobo, l'entreprise française qui fait du vêtement d'entrée de gamme. Donc Bonobos, la start-up US, eux ce qu'ils font c'est des guide shops. C'est des vêtements où vous ne repartez pas avec le produit en sortant, vous venez simplement pour essayer et ensuite le produit vous est livré par e-commerce. Ça permet à la marque d'être plus efficiente en occupant des espaces plus réduits, sans stock, donc finalement d'être plus compétitif derrière sur les prix des produits. Et puis, sans tout cet embarras de stock et de logistique, ben, se concentrer sur l'essentiel, votre expérience, vous aider à choisir la bonne taille, le bon produit, la bonne couleur et vous donner des conseils. Et un dernier point, mais pas des moindres, qui permet de redonner de l'importance aux boutiques, c'est de se recentrer sur le commerce. Le commerce, c'est ce petit truc qui a été inventé il y a plusieurs millénaires par les Babyloniens. Et en fait, quand on en revient à ça, on ne se trompe jamais. Un bon produit, une bonne expérience et un bon service. Et je trouve que c'est symptomatique que maintenant, quand on demande aux gens dans des boutiques s'ils ont besoin de quelque chose, ou si on peut les aider, la réponse par défaut, sans même qu'ils y réfléchissent réellement, c'est quelque chose de reptilien qui sort tout de suite, c'est non. Et quand on en arrive là, ça montre bien à quel point on est dans des excès de saouler les gens avec des techniques de vente. Ils sont devenus finalement complètement fermés, à juste titre, on peut pas leur reprocher ça, par rapport à la moindre tentative en fait, de les aider quand c'est sincère. Si on résume tout ça, à la fin, ce qui compte, c'est que celui qui vient dans la boutique, le visiteur, soit au centre du jeu. On doit s'intéresser à lui, mais de manière candide, légitime, sincère. On doit être à même de le conseiller en comprenant vraiment ce qu'il veut. Ça suppose de ne pas arriver avec ses grands chevaux en anticipant son besoin, mais plutôt en lui posant des questions. Et évidemment, de bien connaître son produit. Et ça me fait toujours parfois rigoler quand je vais dans certaines boutiques, par exemple dernièrement à la Fnac, où il y a tellement de refs que finalement, le conseiller, il ne sait plus du tout de quoi il parle, et quand je lui demande un avis sur un produit, il lit la fiche technique en même temps que moi. J'aurais préféré finalement une boutique avec moins de références, mais des vendeurs plus experts, parce que le moindre nombre de références leur aurait permis de mieux bosser leur connaissance du produit. À la fin, des conseillers de vente qui font bien leur travail et qui connaissent leurs produits, on peut se dire que ce n'est pas qu'une question de moyens. Mais finalement, un peu si, quand même. Parce que ça suppose d'avoir des rémunérations satisfaisantes pour les collaborateurs, de donner du sens à leur métier, de prendre du temps pour bien leur expliquer les vêtements, et puis évidemment qu'il y ait beaucoup d'investissements qui soient faits dans la qualité du produit pour que, au-delà de toute l'expérience cool en boutique, vous ayez envie de revenir chez nous. Et chez nous d'ailleurs, on est super fiers de travailler avec Steven Brockway, qui est un ancien d'Apple, qui gérait plus de 200 personnes dans le nord de la France et dans le Benelux. Et Steven, c'est notre expert des boutiques. Et son rôle depuis quelques mois, c'est de faire en sorte que l'expérience que les gens vivent dans nos boutiques Bonne Gueule soit encore plus forte.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de vos derniers passages en boutique. Je suis très curieux de ça. Il faut aussi faire preuve de bon sens. Par exemple, ces derniers temps à Paris, on a vu des refontes énormes à prix d'or avec des architectes mondialement reconnus de certains espaces, comme notamment dans des grands magasins. Et à la fin, ouais, l'endroit il est splendide, les matériaux ils sont ouf et ça a coûté des millions et ça a été des déménagements d'un immeuble à l'autre et tout. Mais mince, elle est où la relation humaine? Il est où le mec qui est passionné par son produit et qui sait vous en parler? Donc il faut aussi savoir où c'est qu'en tant qu'entreprise, on doit mettre son argent et ses ressources. Et en parlant de moyens, il y a beaucoup de marques qui misent énormément sur les nouvelles technologies. Ça peut vite coûter bonbon, parfois pour des trucs géniaux et parfois pour des trucs pas top. Pour moi, l'exemple type du truc pas top, c'est quelque chose qu'on a donné au visiteur alors qu'il ne l'a pas demandé et que finalement ça lui complique la vie. Par exemple, qui a envie d'utiliser une borne quand à côté les tapis roulants sont libres avec les hôtesses de caisse? L'exemple type dans les boutiques de mode, c'est les miroirs connectés. J'ai toujours pas compris à quoi ça sert, ce miroir qui vous permet de prendre un selfie et de l'envoyer à quelqu'un autour de vous après avoir tapé laborieusement une adresse email sur une surface souvent qui marche qu'une fois sur deux, ou alors en tapant le numéro de téléphone, quand vous pouvez simplement vous prendre en photo en ayant en face de vous un miroir classique totalement non technologique, mais bien grand avec du recul parce que la cabine est spacieuse et que vous pouvez directement envoyer la photo à vos amis, quoi. L'autre exemple, c'est aussi ces miroirs qui permettent de faire des essayages en images de synthèse où vous choisissez sur des surfaces la couleur et le type et la longueur du vêtement que vous voulez avoir et automatiquement il apparaît devant vous sur un écran. Et là encore, je trouve que c'est totalement inefficace et réducteur parce que chaque vêtement, chaque matière, ça a une certaine nervosité, une certaine élasticité, un tombé. Et sur la même coupe de chemise, quand parfois vous avez juste deux vêtements en lin, mais avec un tissage différent, les coupes sont pas pareilles parce que la matière, ça réagit pas, c'est un truc qui vit, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut représenter avec un algorithme. En tout cas, pas avant encore quelques dizaines d'années, selon moi. Donc plutôt que de vouloir faire plein de solutions technologiques, parfois ces marques elles devraient simplement se dire est-ce que ma cabine est spacieuse, est-ce qu'il y a un tabouret pour poser mes affaires, des crochets, et est-ce qu'il y a suffisamment de lumière pour y passer un bon moment d'essayage. D'ailleurs, quand on suit un petit peu l'actualité du digital, on se rend bien compte que tous ces miroirs spéciaux, on en parle depuis 15 ans, et à chaque fois, il y a l'effet waouh quand on explique le concept, mais finalement, ça n'a jamais pris, parce que les gens s'en foutent, et que la techno, elle n'est pas mature. Et franchement, je doute que dans les prochaines années, on en voit beaucoup plus dans les boutiques. En tout cas, pas les boutiques haut de gamme. Après, je suis pas du tout anti-technologie. Je pense que la techno, elle est hyper importante dans les boutiques, mais quand elle s'efface au profit de l'humain. Par exemple, quand Amazon développe des boutiques où on n'a pas de caisse parce que tout se fait avec des puces RFID, où vous passez au niveau des bornes et vous êtes automatiquement débité, ça, c'est un usage génial, parce que qui a envie de faire la queue quand il fait ses courses après une grosse journée de travail? Autre exemple, la techno, ça permet par exemple d'afficher taille par taille, boutique par boutique, la dispo d'un vêtement, pour éviter de se déplacer pour rien. Ça permet aussi de mutualiser les stocks des boutiques, par exemple, de ne plus avoir simplement le stock e-commerce qui peut vous livrer chez vous, mais aussi les stocks de chaque boutique si la dernière ref d'un produit donné ne se trouve plus qu'à cet endroit précis. Attention, en tant que consommateur, souvent on a l'impression que c'est super simple comme technologie, mais en fait ça demande des efforts surhumains, que ce soit à des petites entreprises parce que derrière il faut beaucoup d'outils technologiques, ou que ce soit pour des grosses parce qu'elles doivent faire migrer des très très gros systèmes très lourds qui souvent sont un petit peu enquistés. Nous par exemple en ce moment on est en train de changer nos systèmes, ça nous prend pas loin d'une demi-année. Et dans l'intervalle, c'est vrai que par exemple qu'on a perdu la fonctionnalité pour connaître taille par taille la dispo de chaque stock. Mais ça va bientôt revenir parce c'est finalement quand la techno n'est plus fonctionnelle et quand temporairement elle disparaît qu'on se rend compte à quel point elle nous facilitait la vie. Et finalement, c'est ça ma vision des technos utiles. C'est des technos qu'on oublie, sauf quand elles ne sont plus dispo. Et c'est des technos qui permettent aussi de faciliter le service pour que le rôle du conseiller en boutique ne soit plus que de s'occuper de vous donner des bonnes émotions et des top explications sur chaque vêtement. Au final, une fois qu'une boutique est vraiment bien conçue, on se rend compte que le e-commerce n'est plus une menace, c'est plutôt un complémentaire. Chacun a ses forces et les deux peuvent fonctionner en synergie. Le e-commerce, c'est très fort pour la praticité, pour recommander un produit une fois qu'on connaît bien sa taille. Et la boutique, c'est le lieu des émotions, c'est le lieu de la découverte, c'est le lieu où on rentre vraiment dans le détail du vêtement. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens n'utilisent pas l'un ou l'autre. Les gens utilisent les deux.
Par exemple, au tout début de leur relation avec la marque, ils vont aller en boutique pour toucher les matières, comparer les vêtements. Finalement, peut-être que leur deuxième achat, ils vont le faire sur Internet. À la fin, ce qui les a fait se déplacer en boutique, c'était aussi le digital. Donc on a eu un parcours qui faisait digital, physique, digital, à chaque fois sur des étapes différentes. Et c'est ça qui est le secret des marques qui vont s'en sortir, c'est d'arriver à mixer les technologies et les bons canaux en fonction de ce que les gens recherchent à un instant donné de leur parcours. On peut quand même se demander si l'e-commerce n'est pas une menace par rapport aux boutiques. Surtout par rapport à un comportement des consommateurs qui fait très peu remarque, ça s'appelle le showrooming. En fait, le showrooming, on l'a tous déjà fait. C'est simplement le fait d'aller dans une boutique, de vérifier le prix du produit chez d'autres sites e-marchands avec son smartphone et in fine de se procurer le produit ailleurs sur Internet plutôt que dans la boutique. Aux États-Unis, il y a une entreprise qui s'appelle Best Buy, qui est un peu l'équivalent de la Fnac en France, qui a même modifié les codes des étiquettes des produits pour que le consommateur ne puisse plus avoir ce type de comportement en retrouvant facilement les équivalents sur Internet. Mais je me pose quand même une vraie question. Est-ce que finalement, dans ce comportement, la raison, c'est le e-commerce et la facilité d'achat? Ou est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond qui est simplement que ces entreprises elles ont oublié d'avoir des produits exclusifs et de les proposer au même prix qu'ailleurs? D'autant qu'à côté de ça, il y a des entreprises qui n'ont pas vu forcément le e-commerce en opposition des boutiques, mais qui se sont plutôt dit, tiens, les deux pourraient fonctionner ensemble. Par exemple, aujourd'hui, dans les boutiques Bonne Gueule, on a à peu près 90% des gens qui vont dans nos boutiques physiques parce qu'ils nous ont connus grâce au digital, grâce à notre site média, grâce à notre site e-commerce, grâce à notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Et une fois que vous êtes en boutique, grâce à l'expérience et à toute la passion qu'on met dans la qualité des vêtements, vous pouvez soit racheter pour les prochains achats en boutique, soit le faire via le e-commerce. Et là, on se rend compte que finalement, il y a plein de passerelles, il y a plein d'allers-retours entre le e-commerce et les boutiques. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et les marques qui vont s'en sortir, c'est celles qui n'opposent pas e-commerce et boutique, mais qui les assemblent. Et là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est la FEVAD, donc la Fédération en France de la vente à distance et donc du e-commerce, qui mesure que 80% des commerces traditionnels qui lancent un site e-commerce observent une augmentation globale de leur chiffre d'affaires, et non pas une diminution ou un délitement. À tel point que certains consultants en marketing, qui sont sans doute très cher payés pour ça, ont inventé un nouveau mot qui veut rien dire, le phygital, qui est aussi très moche, donc la contraction de physique et digital, qui est censé décrire toutes les interactions entre les deux. Après, moi je pense qu'il ne faut pas forcément se dire ouais, est-ce que je pense phygital ou je sais pas quoi, mais plutôt simplement de se dire est-ce que je fais preuve de bon sens? Est-ce que j'ai les bons canaux que me réclament mes utilisateurs à chaque moment de la relation qu'ils ont avec ma marque? Et ce dont les gens ont envie aujourd'hui, on le sait. Désolé, c'est bourré d'anglicisme, c'est pas ma faute. C'est par exemple le Web to Store, donc la possibilité de savoir quelles sont les références dans chacune des boutiques et de y réserver certains produits. Le click and collect, donc acheter en ligne mais chercher sa commande soit dans un point de vente, soit dans par exemple des consignes, des casiers. Le ship from store, donc la possibilité de commander depuis n'importe quel point de vente de la marque. Et puis encore, par exemple, les tablettes qu'on confie aux conseillers de vente qui permettent de fluidifier la relation, de leur dire quels sont taille par taille les stocks dont ils disposent. Parce que quand un produit est vendu en ship from store, faut qu'il puisse être décompté en temps réel et pour ne pas être vendu deux fois et quand vous arrivez, il n'y a plus le produit. Et encore une fois, des choses qui ont l'air assez simples, mais en fait qui demandent des gros efforts technologiques derrière. Vous l'aurez compris, j'ai la conviction profonde que les boutiques ne sont pas mortes, du moment que ça reste des lieux qui créent du lien et des endroits où l'humain est au centre de la relation. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur vos passages dans nos boutiques à Paris, Bordeaux et Lyon. Dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous s'il y a des choses qui vous ont étonné. Ça m'intéresse aussi de savoir quelles sont pour vous les meilleures boutiques, celles qui vraiment vous étonnent et vous font partir avec la banane. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laisse un pouce si tu l'as aimé, et à très vite de l'autre côté, sur notre média, sur notre e-shop ou dans nos boutiques. À bientôt!